Eh bien, bonsoir et bienvenue. Nous sommes toujours le 24 décembre 2022 et je continue mes contre vents et marées, ma lecture de cet ouvrage, Hegel. L'histoire est un processus menant à la liberté. Vive la liberté. Bon, bref. Alors, je je pratique comme ça. Je lis, je découvre en même temps que je lis et je commente. Les commentaires sont en lien avec ma théorie, la théorie qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, mais également et surtout une perfection spirituelle. Autrement dit, l'accession à l'extase facile. C'est ce vers quoi nous allons. Et l'extase, c'est quelque chose de, d'extraordinaire dont on ignore, nous, en tant qu'hommes constructeurs, toute l'importance. Pourquoi allons-nous vers cette extase? L'extase qui est aussi l'éveil du côté asiatique, le nirvana, la sagesse, on pourrait dire, le bonheur suprême, le bonheur absolu. Voilà. On, on peut. Toutes les grandes spiritualités ont expérimenté cet état subliminal. Donc je commence à lire, maintenant que j'ai précisé le cadre. On y va. Ce premier romantisme, alors on était au niveau euh, du, du romantisme évidemment, enfin, euh, voilà, et Hegel, c'est l'introduction à cet ouvrage, et donc ça précise un petit peu Hegel, ça le pose dans, dans son histoire, dans son moment historique. Alors ce premier romantisme a peu à voir avec le romantisme bourgeois qui s'imposait par la suite, lorsque les espoirs suscités par la Révolution française furent suivis de la terreur et des guerres napoléoniennes. Évidemment, là, voilà, il y a eu la grande exaltation de la Révolution qui a mené un vent nouveau, un changement de système. Et puis, cette révolution a, a évolué comme bien des révolutions vers une sorte de dictature, vers une sorte d'autoritarisme, les plus méchants prenant le pouvoir, les plus violents, les plus durs, on va dire. Et puis, finalement, donc, amenant plus de chaos que d'exaltation et de bonheur. Et donc, derrière, il y a une sorte d'appel à un ordre, au retour à l'ordre. Le retour à l'ordre, ça a été les Napoléon. Et en fait, ces désirs à Napoléon que furent les guerres napoléoniennes. Donc je continue. Après ces événements, les monarchies européennes renforcèrent leur position absolutiste et revinrent à la répression des idées et à l'usage de la religion comme charpente de la morale et des coutumes. Voilà, derrière une révolution comme ça, il y a une sorte de peur qui s'installe. C'est pourquoi la violence dans la révolution est un problème. Ça ne fonctionne pas. Derrière la violence en fait, elle fait peur au système dominant qui est là. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Le choix, l'option de la violence, c'est peut-être pas les Gilets jaunes qui l'ont choisi, mais en tout cas, le fait de dériver vers la violence
a fait que ça a fait trembler le pouvoir, et derrière, il y a une sorte d'autoritarisme qui s'impose, plus de répression, etc., plus de surveillance de la répression, etc., etc. Et donc, pour les peuples, la révolution violente n'est pas la solution. Et je pense que l'humanité est en train d'évoluer vers un autre type de changement de système par la critique. Voilà, on le voit, les jeunes, ce qu'ils font, là, les jeunes qui, ont, qui se révoltent contre la, le laisser-faire face au climat, contre le manque d'intelligence face à ce moment-là qui est en train nous arriver, c'est-à-dire quelque chose qui demande un changement de vision vis-à-vis des problèmes climatiques. Et on se rend compte que le système dominant actuel, il est un peu inconscient. Il continue à aller à refaire des guerres, à être dans un système de dominant prétendant, de compétition entre les grands leaderships, la Chine, l'Amérique, etc. Et donc, il n'y a pas comme si un petit peu l'urgence climatique n'était pas bien encore intégrée dans l'esprit humain. Alors, c'est assez curieux. Et donc là, il y a une révolte de ces jeunes, qui prennent de plus en plus conscience des problèmes et qui utilisent des moyens non violents de plus en plus. Et je pense que la non-violence sera la clé de la solution. Le premier romantisme faisait un pari sur la connaissance fragmentaire et limitée, basée sur l'alliance du rationalisme et de l'imagination. Hegel attaqua cette position. C'est l'une des raisons pour lesquelles les débats de ces philosophes avec les théoriciens de son temps sont encore si actuels, car nous sommes confrontés aujourd'hui à des débats similaires. Existe-t-il une morale et une raison universelle, valable partout, ou faut-il renoncer à l'universalisme et reconnaître que le vrai et le juste dépendent de l'époque et du contexte? Point d'interrogation. Alors bien sûr, ma théorie démontre et enfin essaye d'expliquer en même temps que oui, bien sûr, qu'il existe une morale et une raison universelle, et une raison et une spiritualité universelle en même temps, je voudrais dire, valable partout, et il ne faut pas renoncer à l'universalisme. On doit y aller. Au contraire, on doit travailler l'universalisme. C'est une nécessité maintenant. Je continue. Dans cet examen de la pensée de Hegel, il convient de tenir compte du point de départ de sa réflexion philosophique, la recherche d'une définition de la modernité et d'une redéfinition de la relation entre philosophie et religion. Pour de nombreux chroniqueurs, c'est l'humanisme qui mit fin au Moyen Âge. C'est aussi ce que pensait Hegel, mais contrairement à certains historiens, pour qui la Renaissance italienne avait été le principal facteur de ce changement, il soutenait que l'impulsion définitive qui avait permis de passer d'une société construite sur la crainte de Dieu à une société fondée sur la conscience de la liberté humaine prenait sa source dans la réforme luthérienne. Ainsi, il considérait Luther comme l'initiateur de la période pendant laquelle, pour la première fois, l'esprit se sait libre. Et je ne connais pas assez bien l'histoire de la religion et qui mélange histoire profane et histoire religieuse dans le même cheminement pour infirmer ou confirmer cette vision. Mais elle me paraît juste, en fait.
je pense que le protestantisme a été une bénédiction pour le catholicisme, en fait. Il l'a obligé à se réformer beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait fait peut-être autrement. Voilà. Je continue. À partir d'une première perspective philosophique, construite dans ses années de jeunesse, Hegel élabora dans un deuxième temps sa nouvelle méthode d'exploration de la réalité au fil d'une relecture de l'histoire. Il qualifia sa méthode de phénoménologique, en ce sens qu'elle partait de ce qui semblait le plus immédiat pour remonter au savoir absolu. Ce processus est exposé dans ce que l'on s'accorde à considérer comme son œuvre majeure que vous avez sous le nez, la phénoménologie de l'esprit. Par la suite, et d'ailleurs c'est que le tome 1, et voilà, il faut que je me procure le tome 2. En réalité, j'ai ce livre, mais c'est plus un décor, ou peut-être pour caler un meuble, quelque chose comme ça. Parce que j'ai un mal fou à le lire. Et le seul truc qui m'intéresse à lire, qui m'intéresserait à lire, c'est la fin, la dernière partie du deuxième tome, où il est question de l'esprit absolu. Qu'est-ce qu'il entend par là? Comment ça se passe? Est-ce que je vais pouvoir comprendre, me baigner là-dedans? Rien n'est sûr à ce niveau-là. Donc, alors par la suite, Hegel changea de procédé et adopta une méthode plus systématique. Mais surtout, il crut avoir trouvé un sens à l'histoire, selon lequel les événements essentiels, comme la chute de l'Empire romain, la fin du Moyen-Âge ou la Révolution française, n'auraient pas été de simples hasards. Mais il n'a pas cru, il l'a compris, il l'a trouvé. Il a peut-être pas trouvé complètement le fil de cette histoire, mais parce qu'à l'époque, il lui manquait certainement des clés encore qu'aujourd'hui nous avons. Mais évidemment que les événements essentiels n'ont pas été du simple hasard. Il n'y a pas de hasard. Et c'est ce que j'essaye de démontrer sur mon site Mécanique universelle. Donc vous allez dans la région qui s'occupe, euh, c'est la plus humide, c'est une des régions humides de la mécanique universelle, où on essaie de démontrer que il n'y a pas de hasard, que tout est destiné, que tout est établi. Tout ce qui doit arriver, arrive. Tout ce qui arrive devait arriver, etc. Je continue. L'esprit, la conscience de soi individuelle et collective, agit dans le monde. C'est ça. La conscience de soi individuelle et collective agit dans le monde. Bien sûr que c'est, et peut-être que là, il faut vraiment que je me penche sur son idée de l'esprit. Pourquoi c'est l'esprit? Parce que pour moi, bien sûr que c'est l'esprit, mais c'est la montée progressive vers l'amour absolu. Mais l'esprit, et en même temps l'esprit s'éveille, devient de plus en plus clair, de plus en plus intelligent, mais pour arriver à être, pour arriver à l'esprit extatique. Et l'esprit extatique est un esprit vide. C'est presque un esprit le plus naïf possible. C'est un esprit contemplatif. Il n'a plus besoin de créer, plus besoin de construire. L'humanité étant construite, il a juste à jubiler de l'existence. Donc, il ne peut pas être plus simple. C'est un esprit joyeux, enfantin, un esprit... voilà, c'est vraiment autre chose. C'est ça, pour moi, la finalité de l'humanité. Donc, de fait, c'est l'esprit du monde, le facteur invisible, comme l'intelligence ou la passion, qui intervient par le biais de cette foule d'esprits incarnés que sont les hommes et les femmes. Et alors, voilà, c'est ça. C'est qu'il est resté, il a pas vu la finalité peut-être de l'humanité. Donc, évidemment, c'est
l'esprit classique avec ses pulsions, ses passions, ses désirs, etc., qui traînent l'humanité vers son ultime perfection. Évidemment, ça c'est bien ce que je démontre aussi sur la mécanique universelle. C'est nos pulsions, c'est grâce à nos pulsions, grâce à nos transgressions, voilà, à, 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 ces, à l'égoïsme, euh, mais aussi à la générosité, à toutes les pulsions positives ou négatives. C'est ça, les passions, c'est ça qui construit cette humanité. Mais on la construit pour un esprit qui n'a plus rien à voir avec ça. Puisqu'à ce moment-là, l'esprit aura, se sera délivré en fait de l'ego, de ce qu'on appelle l'ego. Je continue. Ce troisième temps du travail de Hegel est consacré à l'analyse des différents sens qu'il attribue à l'esprit, subjectif, objectif et absolu. Derrière ces termes techniques se cachent les arguments qui le menèrent à croire en la raison comme moteur de l'histoire. Alors, la raison comme moteur de l'histoire. Oui, il y a ça, mais je pense que peut-être que le moteur de l'histoire, c'est le bonheur absolu. Et peut-être que là, c'est les Grecs qui avaient raison déjà à l'époque, en disant tout homme cherche à atteindre le bonheur, le plus de bonheur possible. Et donc si tout homme, moi j'ai rajouté ça, si tout homme cherche à atteindre le bonheur absolu, l'humanité dans son ensemble cherche à atteindre le bonheur absolu. Donc c'est ce moteur-là qui tire l'humanité vers son ultime perfection. Voilà. Le moteur pour les autres primates, par exemple, d'où nous venons, est différent. La finalité est différente pour eux pour l'instant, dans leur progression. C'est la meilleure adaptation possible à leur environnement, voilà, l'organisation sociale la meilleure, etc., etc. Donc je continue. Derrière ces termes techniques se cachent les arguments qui le menèrent à croire en la raison comme moteur de l'histoire. Donc pour moi, c'est pas forcément... Il y a la raison, bien entendu, mais pour moi, c'est le bonheur qui est le moteur de l'histoire. Pour conclure, il faut souligner, et plus loin que le bonheur absolu, c'est l'extase. Et ça, il faudra peut-être faire un lien entre l'extase et ce qu'on vit, ce qu'un enfant, ce qu'un bébé vit dans le ventre de sa mère. Ça, c'est quelque chose, ça fait longtemps que ça me travaille, ce lien entre cette origine-là et l'extase. Je continue. Pour conclure, eh bien, il faut souligner que cette approche de l'histoire, essentielle pour comprendre l'analyse hegelienne du chemin parcouru par la conscience humaine, redéfinit le rôle que la religion ou la science doivent jouer dans le processus. Hegel parvient à la conclusion que l'État libéral moderne était l'incarnation de la raison. Mais oui, c'est vrai, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est pas ça le moteur. Parce que ça, c'est juste un moment de l'histoire, l'État libéral moderne. C'est un moment de l'histoire maintenant. Peut-être qu'il a encore de beaux jours devant lui, mais c'est pas lui la finalité. La finalité, elle est plus proche de l'anarchisme, des idées anarchistes, en somme de la liberté absolue, mais de l'égalité absolue entre les hommes, etc., que du libéralisme tel qu'on le connaît. Je continue. La pensée novatrice proposée par Hegel est donc un puissant outil conceptuel permettant de poser correctement des questions qui seraient sans cela demeurer des dilemmes insolubles, incluant les débats centraux de la modernité. Qu'est-ce que le progrès ? Quelles sont les fonctions historiques de la raison, de l'État ou des individus dans ce processus à l'apogée de la philosophie de la modernité ? Nous verrons par la suite comment Hegel nous a appris à poser correctement les questions et nous découvrirons la vaste gamme de réponses qu'il y a à apporter.
apporter, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de T à t'apporter. Donc il y a apporter. Voilà. Et ben là, par exemple, donc mes bronches se sont libérées, figurez-vous. Et donc ça change tout dans ma façon de penser, de parler, et donc quand mon cerveau est mieux oxygéné, c'est beaucoup plus facile. Hein. Je vous parle un petit peu de mon... Normalement, je devrais en parler qu'à mes docteurs, mais éventuellement à mes compagnes, mais j'ai pas de docteur et pas de compagne. Donc je vous en parle à vous. Je suis désolé. C'est comme ça. Voilà. Et ben là, je suis content que ça fonctionne un petit peu mon cerveau pour écrire. Voilà. Ben, c'est le dernier, la dernière, le dernier moment, je pense, sur Hegel. Il me semble que je vais passer à autre chose parce que j'ai quand même envie de travailler sur Nietzsche, Le crépuscule des idoles, que j'ai retrouvé comme ouvrage là, dans ma bibliothèque. Alors, tous ces livres, je ne les ai pas lus. Donc, je pense que dans les 200 ou 300 ans qui arrivent, je vais pouvoir lire à peu près tous les livres que j'ai chinés, que j'ai conservés comme, comme des rubis, et sans pouvoir les lire. Voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée, mais moi, je vais continuer à faire des vidéos, je pense. Voilà, c'est ce que j'ai envie en tout cas, pour aujourd'hui, pour cette journée. À très bientôt et bonne fête à ceux qui le souhaitent, ceux qui le fêtent. Voilà, que ça soit très heureux, joyeux, plein d'amour entre vous et voilà, profitez de ce moment important de relation. À très bientôt, au revoir.